Bonsoir à vous tous. Alors moi j'ai deux passions, c'est les Vosges, les Hauts-de-Vosges et la planète. Donc on va parler de la planète dans les Hauts-de-Vosges. Le thème de ce soir c'est aller voir et un peu plus. Donc ça veut dire que pour aller voir il faut être curieux. Alors le petit préambule que je ferai c'est que la curiosité n'est pas un vilain défaut, contrairement à ce que dit le proverbe. C'est pas l'indiscrétion, mais ça doit être une qualité. En tout cas, c'est une qualité du journaliste, du grand reporter, qui doit être forte en lui. Sinon, ça serait compliqué de faire ce métier. Alors, être curieux, c'est aussi aller au contact de l'autre. C'est engager le dialogue avec lui. Et puis, les scientifiques nous disent aussi que la curiosité, elle aide le cerveau à bien fonctionner. Donc, c'est plutôt sympathique. C'est bon, disent-ils, pour la santé mentale. Et c'est bon pour se préparer à toutes les métamorphoses, toutes les mutations qu'on est en train de vivre. Donc, soyons curieux. C'est un engagement, en tout cas, que j'essaye de suivre. Alors, pour illustrer mon propos, de mon job, j'ai choisi ce soir de vous parler de deux régions du monde. Le Wallmapu. Le Wallmapu, c'est le pays des Mapuches, des Indiens qui vivent au Chili, dans la partie centrale du Chili, et un peu en Argentine aussi. Ils sont 1 million. Donc, ce n'est pas une tribu avec des plumes qui vit dans la forêt, mais ce sont des gens qui ont su conserver leur culture, qui avaient résisté aux Incas, aux conquistadors, ont commencé à perdre une partie de leur territoire avec l'indépendance du Chili en 1818, qui ont subi ce qu'on appelle la pacification de l'Araucanie. Pacification, quand on dit ça en général, c'est violent. En fait, ils ont perdu beaucoup de terres, 90% de leurs terres, et puis Pinochet est arrivé et les a quasiment totalement spoliés de leurs terres. Aujourd'hui, il y a 300 000 Mapuches qui vivent. Je vous mets un peu quelques photos là pour vous montrer la beauté des paysages de cette région. Il y en a 300 000 qui vivent dans ce qu'on appelle des réductions. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les autres ont dû aller en ville, dans les grandes villes du Chili. Se sont appauvris, évidemment. Et ceux qui prennent l'ascenseur social, d'ailleurs, deviennent soit avocats pour défendre, soit journalistes pour parler de la cause, soit artistes pour perpétuer une culture qui est riche. Alors pourquoi je parle des Mapuches ce soir? Parce que ils sont aujourd'hui un peu les gardiens du temple de la nature. Leur philosophie de vie, etc., fait qu'ils ont une conscience environnementale très forte, ce que nous n'avons pas encore totalement chez nous. Et puis ils ont repris la lutte contre l'ultralibéralisme, parce qu'au Chili, Pinochet a fait de ce pays le laboratoire de l'ultralibéralisme. Les Chicago Boys, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'est une école économique. Il y a des anciens étudiants d'écoles de commerce. Là, c'est l'ultralibéralisme qui est en jeu. Et aujourd'hui, le Chili est soumis à ce qu'on appelle les transnationales. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. Et puis, le deuxième pays, c'est la Corée du Nord. Alors, la Corée du Nord, qu'est-ce qu'on va faire en Corée du Nord quand on est journaliste? La Corée du Nord, c'est ce qu'on appelle le royaume ermite, qui est coupé du monde, qui attise la peur. En fait, c'est un pays de 25 millions d'habitants. Comment un pays de 25 millions d'habitants peut effrayer la planète? On peut se poser la question. Et en tout cas, l'image qu'on en a dans les médias est assez, vous en conviendrez, caricaturale. Et moi, je me dis que, vous voyez, c'est un peu ces images-là qu'on voit dans les médias. Je me dis qu'un peuple, quel que soit le régime dans lequel il vit,
vit, s'anime, fait des choses, prend des initiatives. Et donc j'ai décidé d'aller voir en Corée du Nord ce qui se passait. Ça a été long, il a fallu 3 ans de tractation avec les représentants de Corée du Nord, parce qu'il n'y a pas de relation diplomatique entre la France et la Corée du Nord. C'est le seul pays d'Europe, d'ailleurs avec l'Estonie, la France, qui n'a pas de relation diplomatique. Pendant ce temps-là, les Allemands, les Anglais, etc., font des affaires en Corée du Nord. Voilà, encore une photo. Alors du Walmapu, on parle peu, hein, c'est ce que j'appelle moi un trou noir de l'information. De la Corée du Nord, on en parle, mais toujours un peu dans le même sens. D'où l'envie d'aller dans ces pays. Mais avant, je voudrais vous faire donner mon point de vue sur ce que je pense du système médiatique. J'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « Grand reporter, le pas de côté ». Alors vous savez, quand on fait le pas de côté, c'est qu'on change d'angle un peu. On voit les choses différemment. Là, je ne vois pas trop parce que je suis sous les feux des projecteurs. Mais voilà, c'est prendre un peu une position décalée par rapport à un système qui s'intéresse au monde, mais à travers une vision très occidentale, très nombriliste. C'est-à-dire, quand on regarde le monde, on se regarde soi-même, souvent. C'est en tout cas mon point de vue. Et puis, on parle du fait brut. On ne va jamais chercher ce qu'il y a derrière. Moi, j'aime bien utiliser le terme de 4D, de 4 dimensions. Quand je vous vois, vous êtes en 3D, vous êtes beau, mais il y a la 4e dimension qui est importante. C'est là d'où vous venez. Quelle est votre histoire? Qu'est-ce qui vous a enrichi? Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui? Et ça permet d'ailleurs de mieux comprendre ce qui va se passer par la suite. Donc on regarde le monde comme un fait brut et jamais en 4D. Et puis on nie souvent dans le système médiatique la complexité du monde. Image caricaturale. La Corée du Nord, c'est un dictateur. Ok, il y a un peuple. Les trous noirs d'information, les Mapuches, on n'en parle jamais. Alors qu'ils peuvent nous intéresser. On va y venir. Et puis, ce qui compte aujourd'hui, c'est la circulation de l'information. C'est plus l'information en elle-même, c'est ce qui fait qu'elle circule. D'ailleurs, les patrons de presse maintenant, les patrons des médias, sont des gens qui jouent sur la circulation de l'information. Et puis, le système médiatique, c'est ce que j'appelle les géocaricatures. C'est-à-dire, quand on parle d'une favela au Brésil, eh bien, c'est la violence, forcément. Alors que dans une favela au Brésil, j'ai vécu 2 ans, vous avez des associations sociales, culturelles, il y a une vraie vie qui s'y passe. À tel point que ceux qui s'enrichissent, par exemple, un jeune comédien qui devient riche et célèbre, il ne va pas aller s'installer à Rio dans un quartier huppé, il va rester dans la favela, il va se construire une belle maison, mais il reste au cœur de là où il a vécu. Voilà, et puis il y a aussi l'immédiateté de l'information, il faut aller très vite, etc. L'instantanéité. Moi j'aime bien, j'ai un collègue qui a fait un article un jour sur moi, ça arrive, il m'a appelé le slow reporter. Ça j'adore. Hein. J'adore parce que effectivement c'est un métier où il faut prendre le temps. Voilà, ça c'était un peu le préambule que je voulais faire parce que vous allez comprendre pourquoi j'essaye d'aller cerner ce qu'il y a derrière ce que j'appelle moi les clairs-obscurs du monde. Alors les clairs-obscurs, en voilà. Hein. Là vous avez par exemple des jeunes Mapuches qui luttent, qui ont repris la lutte armée. Alors vous savez, la lutte armée, c'est des frondes, hein, c'est pas trop méchant. Et qui s'attaquent, alors c'est ça qui peut être intéressant, parce que ça c'est une nouveauté dans le monde, qui sont entrés en guerre non pas contre un État, mais contre des entreprises, les fameuses multinationales. Et je vais vous expliquer un peu, dans ce pays qui est aussi, où la nature est importante, Mapuche, vous avez dans ce mot, Mapu,
Mapu, c'est la Terre, mais c'est la Terre dans toute sa dimension. C'est à la fois le cosmos, c'est la Terre nourricière, et puis c'est la Terre des profondeurs, d'où vient toute la magie, d'où viennent toutes les légendes. Euh, et donc cette Terre, elle est le centre de l'univers du Mapuche. Et Che, alors Che, vous avez entendu parler de Che Guevara. Le Che, alors Che Guevara, on l'appelait comme ça parce qu'il avait un petit tic de langage, il disait toujours à la fin des phrases « Hey, Che, Che », c'est-à-dire mec en argentin, hein, dans la langue de Buenos Aires. Sauf que là, chez les Mapuche, le Che doit développer, c'est l'être humain qui doit développer 4 qualités majeures. Et vous allez voir que par rapport à ce qu'on vit dans nos sociétés occidentales, ça peut être intéressant. La première qualité, c'est la bienveillance, donc, qui prend, dans un tour un peu collectif, le terme de solidarité, si on veut. C'est la bienveillance vis-à-vis de l'autre, mais c'est aussi la bienveillance vis-à-vis de tous les êtres vivants et de la nature. La deuxième qualité pour être Che, c'est dégager de la force, souvent une force positive, mais quand il faut prendre la lutte, eh bien, c'est une force un peu plus élaborée, si vous voulez. Et souvent, c'est les jeunes qui s'engagent, hein. Il n'y a pas de chef de guerre chez eux. C'est-à-dire on a une espèce d'horizontalité. Il n'y a pas de système vertical hiérarchique. Il y a d'ailleurs une grande parité entre l'homme et la femme. Et il y a ce qu'on appelle l'intergénérationnalité qui fonctionne. Ça aussi, ça peut être intéressant dans nos sociétés où on oppose souvent la jeunesse aux aînés, pour ne pas dire autre chose. La quatrième qualité, en fait, c'est, et ça peut nous parler aussi, c'est l'intégrité, la rectitude. Un jour, ils se sont dit, on est 1 million. Puis en plus, ils ont des actions locales sur l'environnement pour défendre, s'opposer à la construction d'un barrage hydroélectrique, par exemple, etc. Donc il y a d'autres Chiliens qui les rejoignent dans ces luttes. Ils se sont dit, on va faire un parti. Donc ils ont fait un parti. Le chef du parti, c'était l'avocat, c'était le plus brillant, Mapuche, hein. Et en 2 ans, il a été corrompu. Donc ils se sont dit, on arrête. On arrête le parti. Et on revient à ce qui est notre fonctionnement de toujours, la territorialité. C'est-à-dire l'essentiel des décisions se prennent à la base, sur le territoire. D'ailleurs, j'aime bien cette salle parce que c'est un demi-cercle. Et chez les Mapuche, on fait toujours une sorte de demi-cercle comme ça, ou de cercle, pour échanger. Et tout se décide au sein de la communauté, comme avec les autres. D'ailleurs, ils nomment ce qu'on appelle des werken, qui sont des messagers. Et donc, cette démocratie participative fonctionne très bien chez eux. Ça pourrait aussi nous intéresser. Voilà, donc je dis bienveillance, force, sagesse aussi, et intégrité. La sagesse, c'est l'accès à la connaissance. C'est comme ça qu'ils ont préservé aussi leur culture, parce que les 2 mots-clés chez eux, c'est dialogue et transmission. Et aujourd'hui, il y a encore 300 000 Mapuche qui parlent le Mapudungun, la langue Mapuche. Ce qui est hyper important, hein, puisque la majorité des langues andines se sont perdues aujourd'hui. Les conquistadors, d'ailleurs, avaient reconnu l'autonomie du Wallmapu, qui était délimité au nord par ce qu'on appelle le Rio Biobío, et que les Espagnols appelaient la frontière. Sauf que depuis, tout a été évidemment balayé. Alors, un exemple, cette photo est intéressante parce que quand je dis tout a été balayé, leur forêt originelle est aujourd'hui entre les mains des multinationales. On y plante du pin, de l'eucalyptus. Et on retrouve d'ailleurs de la pâte à papier qui vient du Chili dans les papeteries vosgiennes. Les forêts originelles sont souvent incendiées. Vous savez, c'est magnifique à Araucaria. Il me reste déjà plus que 5 minutes.
Donc je vais aller plus vite. L'eau, intéressant l'eau. L'eau est privatisée au Chili. C'est-à-dire, ce n'est pas la gestion de l'eau comme chez nous, c'est l'eau qui sort de la montagne des glaciers. Et vous savez qui est propriétaire de 40% de l'eau du Chili? Suez Environnement. Donc ça nous concerne, ce qui se passe au Chili. Vous voyez par exemple cette cascade qui faisait 200 mètres de haut, qui a été complètement coupée, et il y a eu des conduites forcées qui ont été installées. Bon, je passe un petit peu pour arriver à... Alors vous avez bien compris que si je suis allé au Chili vivre, j'ai été faire plusieurs reportages, puis à un moment donné, je me suis dit, il faut m'immerger dans une communauté. J'ai réussi à m'immerger dans cette communauté qui s'appelle d'ailleurs les esprits, là où les esprits s'amusent. Vous imaginez, pendant un mois, combien j'ai pu m'amuser. Bien, alors on passe d'une rivière du Chili à une rivière de Corée du Nord, c'est la transition que j'ai trouvée. Alors de la Corée du Nord, on a une image, c'est quoi pour vous, enfin, qui a regardé la télévision? C'est un pays déjà socialiste, c'est un gros mot, socialiste communiste. Hein. C'est un pays féodal. Alors, je vous ai mis une photo. Et c'est un peu ça la Corée du Nord. Hein. Ça fait peur. Voilà, c'est ça. Ça, c'est des photos prises dans un musée de Corée du Nord. Et puis, c'est l'image d'un régime effectivement dur, basé notamment sur l'armée. C'est un pays isolé. Là, c'est une photo de la ligne de démarcation qui sépare la Corée du Sud et la Corée du Nord. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui évoluent depuis quelques mois en la matière. Et puis, c'est un pays voilà, où nous dit-on, disent beaucoup de mes collègues, quand on va en Corée du Nord, alors ils y restent 3 jours, ils font toujours les mêmes reportages depuis 20 ans, et ils disent que les gens qui voient sont des acteurs qu'on a mis face à eux. Alors, j'ai jamais vu autant de comédiens que depuis quand je suis allé en Corée du Nord. Vous voyez, ces grands-mères qui font du tai chi le soir, ces gens dans le métro, là, tout ça, c'est des comédiens. Hein. Ces femmes qui dansent sur la plage, c'est aussi une comédie nord-coréenne. Alors quand on dit ça, vous savez, on est souvent taxé d'être un agent propagandiste de la Corée du Nord. Alors je vous rassure, je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Je suis simplement allé voir pour essayer de comprendre comment vit ce pays. Là, vous avez par exemple, il est dans la salle d'ailleurs, non? Où ça? Oui, vous avez Damien Jamel, hein, qui est universitaire, scientifique, et qui donne un cours en Corée du Nord. Alors la petite histoire, c'est ça aussi, il faut le savoir, c'est qu'il y a une université américaine à Pyongyang, dans la capitale de la Corée du Nord. Qui est-ce qui vous l'avez déjà dit ça? Personne. On ne l'a jamais su. Il y a une université américaine avec des fonds privés américains et sud-coréens où des enseignants étrangers exercent en Corée du Nord. On dit aussi que c'est un pays militarisé, effectivement, mais c'est un pays où, depuis la fin de la guerre de Corée, il n'y a jamais eu de traité de paix de signé. C'est-à-dire que ce pays est toujours en guerre. La communauté internationale n'a pas pris en compte cette idée-là, et aujourd'hui, ce pays est toujours en guerre, mais parce qu'il n'y a pas eu de traité de paix signé. Donc, il faut dire aussi, quand je vous parlais de 4D tout à l'heure, resituer ça dans le contexte historique, que la Corée du Nord a été pendant 30 ans annexée par le Japon. Donc on peut comprendre les sentiments un peu hostiles qu'il y a par rapport au Japon. Et puis une occupation qui était l'équivalent de l'occupation nazie chez nous, pendant 30 ans, où les femmes étaient envoyées dans les lupanards de l'armée japonaise, entre autres. C'est un pays qui cultive en fait l'indépendance. D'ailleurs, c'est
ces tours du Juche, c'est la doctrine. Alors, c'est plus le marxisme-léninisme. Il y a la faucille, le marteau, mais aussi le pinceau au milieu. Et les scientifiques aujourd'hui sont très considérés en Corée du Nord. C'est un pays qui est en train de bouger. Alors, je ne dis pas que c'est l'idéal sociétal, on est d'accord. Mais c'est un pays où vous avez par exemple de gros efforts qui sont faits en matière de développement durable. Là, c'est une usine de panneaux solaires qui produit 50% des panneaux photovoltaïques de Corée du Nord. On en voit partout d'ailleurs. Tous les lampadaires publics, etc., retirent l'énergie de ces panneaux solaires. Et comme il n'y a pas de problème de sécurité, vous imaginez, les panneaux ne sont pas volés. Vous voyez cet immeuble avec, c'est dans un nouveau quartier, avec de la géothermie, des panneaux photovoltaïques et au-dessus, le potager qui est traité par les habitants de l'immeuble. Une station de libre-service de vélo. Voilà. L'hydroélectricité, puis c'est un pays très, très forestier où la société, aidée d'ailleurs par des organisations non gouvernementales, il y en a 2 françaises, dont Triangle Humanitaire, qui travaille là-bas depuis une vingtaine d'années, travaille notamment sur les questions de nutrition. Parce qu'on parle toujours de la famine en Corée du Nord. Il y en a eu une dans les années 90. Et depuis, de gros efforts sont faits en matière d'alimentation. Parce que nous mangeons trop de protéines et eux n'en ont pas assez. Ça peut donner des idées aussi d'échange. Voilà, ça c'est une usine textile. On voit la qualité, la modernité des équipements. Et tout ça, c'est une évolution très rapide depuis une dizaine d'années. Donc il faut le dire. Vous avez ces machines ultra modernes. Ça, c'est dans l'usine de panneaux solaires. Un centre, une clinique ophtalmologique. C'est des petits. L'école normale de Pyongyang, où vous avez des salles virtuelles où les futures enseignantes s'exercent ou présentent leurs projets pédagogiques grâce au numérique. C'est un pays qui est très développé au niveau numérique, etc. etc. L'arrivée d'une économie privatisée, entre guillemets, avec des petits restaurants qui se créent, des taxis. Là, vous avez l'avenue des scientifiques qui sont très choyés. Donc le pouvoir met à leur disposition des logements un peu plus cossus que le reste de la population. Sachant, et ce n'est pas une erreur que de le dire, les logements sont gratuits, les transports sont gratuits. Enfin, c'est une autre façon de voir la société. Voilà, je crois que j'ai dépassé un peu mon temps de parole. Je voudrais simplement terminer par un petit propos qui est celui d'Indien Haïda que j'avais rencontré au nord-ouest du Canada, dans l'archipel de la Reine Charlotte. Vous savez, c'est les Indiens qui ont remonté la Seine au moment du bicentenaire de la Révolution, qui étaient en capacité de créer une pirogue dans un cèdre qui allait jusqu'en Californie. Et eux, ils disaient, je lis la phrase, la pirogue est un navire d'exploration se frayant un itinéraire inconnu en eau inconnue. Et ça qui est important, elle porte des êtres à la recherche d'autres êtres auxquels parler et non d'un endroit où planter un drapeau.